C'est parti. Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Il s'appuie comme un gros, comme un champion du monde. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. On fait le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bien le bonsoir, bienvenue sur Sport 39 pour notre petit rendez-vous hebdomadaire du lundi soir pour l'interview. Avant de retrouver Théo Delacroix, le cycliste, je voulais vous remercier pour la dernière vidéo qui était sur le basket, sur le point de transfert avec Lens, parce que la vidéo a vachement bien marché. Je pense que vous avez aimé le format un petit peu plus court de ces débats avec un peu plus d'interlocuteurs. Donc je pense on fera ce genre de vidéo. À savoir que sur YouTube, on est un peu plus de 150 visionnages de la vidéo de Charlie Marot et consorts. Donc, c'est très bien, ça nous fait bien plaisir et on essaiera de remettre ça en place avec Florian sur d'autres sujets. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais ce soir dans le générique, il y avait deux séquences comme d'habitude de cyclisme avec une partie notamment sur Alexis Villermoz. Alors Alexis Villermoz, célèbre jurassien qui évolue au sein de la formation AG2R La Mondiale et qui a remporté une étape sur le mur de Bretagne. Il me semble que c'était en 2013 et c'était la séquence d'ailleurs qu'on écoutait dans le générique. Je salue Clément. Avant de recevoir Théo, je voulais juste vous dire si vous avez des questions à poser à Théo justement pendant ce live, n'hésitez pas, c'est le moment. Je vais regarder si il est présent. En tout cas, je vous remercie déjà de votre présence, Hugo d'ailleurs, le correspondant du Progrès, qui suit aussi le cyclisme et un petit peu tout. Donc je te salue. Alors il n'est pas encore arrivé. On va attendre un petit peu. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que le week-end s'est bien passé et que vous êtes prêts à attaquer la semaine. Il est là. Théo, tac. Je suis là, mais bien sûr que tu es là, Hugo. C'est gentil. Bonsoir Théo, bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation sur Sport 39. Alors c'est vrai que je le disais en introduction, le Jura, c'est vrai que c'est une terre de cyclisme. On a quand même de sacrés champions et on n'avait pas encore fait d'émission sur un cycliste, donc je me dis c'était l'occasion. Et c'est vrai que qui de mieux que Théo Delacroix avec son beau maillot de champion de France espoir pour représenter la discipline. Donc pour commencer, Théo, je voulais que tu te présentes un petit peu, savoir ton âge, d'où tu viens, et puis un petit peu ton parcours vélo, et puis qu'est-ce que tu fais aussi à côté, parce que je pense que tu as une activité à côté du cyclisme pour l'instant. Ouais, pas de souci. Donc, je m'appelle Théo Delacroix, je suis originaire d'Arbois. J'ai fait toute mon enfance à Arbois. Et donc, j'ai attaqué le vélo il y a déjà 8 ans, en 2013, au club d'Arbois, c'est Jura Cyclisme Pays du Revermont. Et mon activité, on va dire scolaire, universitaire, je suis en fin d'année d'un DUT chimie à l'université de Besançon, là, qui se conclut difficilement avec cette période de crise sanitaire. Mais voilà, le DUT devrait être validé cette année, donc c'est une bonne chose de fait pour pouvoir se plonger pleinement dans le cyclisme à partir de l'année prochaine, à partir du mois d'août, pardon. Ouais, donc du coup, après cette formation, tu poursuis pas les études? Non, le but c'était de valider le DUT, avoir quelque chose en poche parce que c'est pas évident dans le sport, tout peut vaciller assez vite. Donc voilà, mon objectif c'était d'avoir un diplôme post-bac et pouvoir ensuite après avec le contrat que j'ai pu signer l'année dernière me plonger totalement dans le vélo, avoir la tête totalement dans le vélo, quoi. Alors, tu expliquais, Théo, avoir commencé le cyclisme à 13 ans. Je me rends pas compte, c'est tard, c'est tôt, et comment tu es venu du coup au cyclisme? Bah, c'est tard, c'est tôt. Il y en a qui vous diront que c'est tôt, il y en a Ouais. qui vous diront que c'est tard.
Ça dépend. Il y a beaucoup de personnes qui commencent le cyclisme assez tard, qui percent assez vite, qui ont un niveau, il faut déjà avoir un potentiel. Et après, il y en a qui ont commencé le vélo en pré-licencié et qui sont encore là dans les pelotons professionnels. Donc après, chacun voit midi à sa porte, on va dire. Mais j'ai commencé le vélo à 13 ans. Pour moi, je pense que c'est la bonne période. On arrive dans une catégorie, dans les catégories minimes cadets, où on commence à avoir des distances assez respectables pour l'âge. Donc voilà. Et j'ai commencé au club de Jura Cyclisme d'amis au final, parce qu'on s'est lancé là-dedans un peu tête baissée. On voulait changer un peu de sport. Avant, je faisais du football. Ok. Et donc, voilà, je me suis lancé avec des amis et ça a vite pris. Je pense que c'est cette mayonnaise qui. Ça coupe un peu. Ah, ça coupe un peu. Alors, est-ce que vous m'entendez? Je sais que ça coupe un peu avec Théo. Euh, ouais, ça coupe un peu, Théo. Je suis désolé. Ouais, pas de Euh, souci. Moi, je suis pas chez moi, donc c'est assez compliqué. Ouais, tu excusez-moi. parlais de la mayonnaise qui avait assez bien pris, hein, c'est ça, avec tes camarades et tout. C'est ça, ouais. Il y avait une émulsion entre nous qui nous amenait à un niveau. Tout le monde s'entraidait et tout le monde voulait faire comme le petit copain, essayer d'aller gagner sa course. Et je pense que c'est le fait d'avoir travaillé ensemble et d'avoir eu ce groupe qui nous a permis et qui m'a permis d'être là où je suis actuellement. Donc voilà. Je vois Luca qui a réagi et qui fait partie, je pense, c'est un cycliste, hein, vu la photo avec son casque. Si jamais tu as des questions, si vous avez des questions à poser à Théo, c'est le but du média, hein, que ce soit interactif. N'hésitez pas à poser les questions et aussi à vous abonner à la page pour celles et ceux qui ne connaissaient pas. Et donc tu parlais un petit peu de ton nouveau statut. Donc tu étais stagiaire avant, maintenant tu as signé un contrat pro. À quel moment tu t'es dit, bah, je vais en faire mon métier, je vais être cycliste professionnel? Je pense que ça n'a jamais été une obsession de vouloir être cycliste professionnel. Je pense qu'il ne faut pas se donner ça comme but parce qu'au final, c'est quand même. Pour certains, c'est assez facile, qui ont du talent, qui ont certaines prédispositions, on va dire. Mais non, je pense que ça vient au fur et à mesure des années. On gravit pardon, les échelons au fur et à mesure. Et à un petit moment, ouais, quand on commence à côtoyer des gens qui travaillent dans ce milieu, et on se dit, ah ouais, peut-être qu'il y a la possibilité d'être dans ce monde professionnel. Donc je pense que l'idée mûrit petit à petit au fur et à mesure des années. Et je pense que depuis, on va dire, 2-3 ans, voilà, j'y pense. Mais voilà, faut pas que ça devienne une obsession et voilà, vivre les choses comme elles viennent, prendre les choses comme elles viennent et voilà quoi. C'est, je pense, ma façon de penser. Il y a justement Hugo qui est Pélissard, un correspondant également au Progrès, qui balance une petite vanne en disant déjà tout pose moi. Alors, est-ce que t'as roulé avec lui, avec Hugo déjà, tu le connais bien? Non, Hugo, j'ai eu affaire à lui comme il est intervenant Ouais, Progrès aussi, ouais. au Progrès Mhm. là. Avec moi. J'ai eu affaire à lui il m'a fait un petit article il y a quelques semaines dans le Progrès, donc non, je le connais Ah, que par son métier, on va dire. d'accord, ok. Et c'est vrai que un coureur cycliste, on le définit par plusieurs catégories. Tu as les sprinteurs, tu as les rouleurs, tu as les grimpeurs, t'as les cyclistes, on va dire, un petit peu qui sont bons un peu partout, donc qui visent les classements par étapes. Toi, tu Ouais, définis quel type de coureur? ouais, je pense être un coureur, ouais, pour être grimpeur, faut avoir un physique assez spécial, sprinter aussi. Je pense que je suis capable de me débrouiller dans différents types de terrains. J'espère au fur et à mesure des années chez les professionnels devenir d'avoir on va dire un registre de prédilection, voilà. Et Ouais, je pense être plus puncher grimpeur. J'aime bien les bosses du jour, on va dire les bosses pas très longues, mais où il y a du pourcentage. Donc voilà, j'arrive à me débrouiller aussi. J'aimerais bien me débrouiller aussi
dans les contre-la-montre au fur et à mesure des années. C'est un exercice qui se travaille à la longue, sur le long terme. Donc voilà, essayer de se développer aussi ce côté contre-la-montre qui pourra peut-être, je l'espère, me faciliter à jouer des classements généraux quand il y a des courses à étapes. Souvent, on a des jours, 3-4 jours de course à étapes et sur ces 3-4 jours, on a souvent des jours où il y a un contre-la-montre et souvent c'est là que la plus grosse différence se fait. Donc essayer de travailler ce côté-là pour performer au maximum. Et ça, en école de cyclisme, enfin, vous le faites travailler justement ce contre-la-montre ou j'ai l'impression que c'est pas une spécialité française quand même le contre-la-montre, hein, qu'on Ouais, voit quand c'est ça, même. c'est ça. C'est ça, la France, on va dire, a du mal à mettre l'accent sur le contre-la-montre par rapport à certaines nations qui le font travailler directement chez les jeunes. Mais je pense que les mentalités tentent à s'améliorer parce qu'on voit que là, à travers la nouvelle phase de déconfinement, il y a des contre-la-montre qui se mettent en place avec les mesures barrières et tout, ça facilite les choses. Mais non, Ok. ouais, c'est vrai qu'en France, je pense qu'on a un peu de retard sur la formation des jeunes cyclistes au niveau des contre-la-montre. Mais ouais, faut que les mentalités changent. Ça va pas pouvoir changer du jour au lendemain. Donc c'est à nous aussi de montrer le chemin, quoi, je pense. Avant de poser la question à Théo de Luca, parce que j'allais venir aussi sur l'entraînement, mais on parlait des boss, t'es à l'aise, un peu puncher. Moi, je faisais écho d'Alexis Vermoz qui passe assez bien les boss aussi, les boss bien pentus. Il y a aussi Alaphilippe. T'as un coureur auquel tu te référencies ou une idole de jeunesse, j'en sais rien. Ouais, alors, on va dire les Jurassiens, j'aime bien les coureurs jurassiens. On est toujours Hmm. un peu chaud dans le Jura, non, mais Ouais. quand j'étais jeune, c'était plus un coureur comme Andy Schleck qui était assez. J'aimais bien, ouais, c'est une personnalité que j'aimais bien dans le cyclisme, qui a disparu, qu'on voit plus trop dans le cyclisme maintenant, mais voilà, c'était la personne qui me faisait rêver, on va dire, avant. Mais voilà, après, je côtoie quelques cyclistes franc-comtois c'est eux qui, je pense, qui m'ont fait rêver de devenir cycliste professionnel, mais voilà, il n'y a pas d'idole de jeunesse ou d'idole que j'ai actuellement, quoi. Et on va arriver là sur le terrain de l'entraînement, mais juste avant de poser la question de Luca, tu me dis si je me trompe, mais il n'y a pas longtemps, c'est ça aussi la magie des coureurs cyclistes, c'est que généralement vous vous entraînez des fois avec d'autres sportifs, des fondeurs ou des biathlètes. Et je crois que c'était Quentin Fillon-Maillet avec qui t'as fait une sortie il y a pas longtemps. Il y Ouais, avait qui? ouais, j'ai pu faire l'agréable rencontre de Quentin ces jours-là, ces jours précédents, parce que je réalise un stage personnel après Manon Hmm. dans le Haut-Jura, donc j'ai pu avoir j'ai pu pouvoir rouler avec Quentin ces derniers jours et une personne très agréable. Mais voilà, c'est intéressant les sportifs franc-comtois et jurassiens puissent se connaître et puissent se découvrir. C'est très intéressant. Et voilà, Et on il est peut parler comment de sur le différentes vélo? choses. Ouais, il nous taquine, il nous taquine. On a fait quelques sprints, on était un petit groupe de cyclistes du coin, et on a vu ses qualités. Il sortait d'une coupure, donc il était juteux. Il était juteux. D'accord. Et, euh, et c'est vrai que Luca, donc je vais poser la question de Luca et puis en même temps la mienne qui correspond également, mais des fois, on se rend pas compte du quotidien du coureur, savoir un petit peu quel est le cycle d'entraînement, qu'est-ce que tu fais pour chaque entraînement. Et c'est vrai que Lucas disait, à part le vélo et la PPG, est-ce que tu fais autre chose dans tes entraînements? En saison, c'est essentiellement vélo PPG, hein, PPG. Renforcement musculaire, ce qu'on appelle Ouais. ça, avoir gardé toujours un peu une trame de musculation un peu. Mais non, l'hiver, moi j'aime bien aussi le ski de fond. Quand il y a de la neige, cette année c'était pas trop le cas, j'ai pas trop eu le temps d'y aller, mais faire quelques séances de ski de fond durant l'hiver. Course à pied aussi, c'est quelque chose que j'affectionne. Après, voilà, c'est au fur et à mesure des années, on apprend à se connaître. Je fais des sports que j'aime parce que faut pas que ça soit une contrainte Hmm. non plus. Voilà, faut que ça soit quelque chose qu'on affectionne, qu'on prenne du plaisir. Donc, ouais, le ski de fond, j'aime bien. Après, voilà, ça reste natation un peu quand j'ai le temps d'en faire un peu sur Besançon, parce qu'on a des piscines à disposition. Mais voilà, natation, musculation, ski de fond, ça reste les sports qu'on pratique un peu l'hiver.
Et du coup, tes terrains d'entraînement, donc ça reste autour de Besançon. À part là ton stage dans le Jura, mais ça reste sur Besançon ou comment tu? Ouais, bah, je navigue un peu entre Besançon la semaine quand j'étais en cours. Après Besançon, ce qui est bien, c'est qu'il y a on va dire un vivier de coureurs où il y a pas mal de coureurs qui s'entraînent sur Besançon, donc on peut faire des bonnes sorties ensemble. Autrement, sur le Jura, j'arrive à rouler encore avec quelques amis et quelques connaissances du club de Jura Cyclisme. Quand je peux aller faire un tour, c'est agréable. Je vois les jeunes et tout, donc ça me plaît. Et après, voilà, en ce moment, je suis sur un stage de 2 semaines après Manon où là, on envisage plus la fin de saison, là, les 3 derniers mois, donc août, septembre, octobre, où on commence à se remettre dans un rythme, dans une dynamique de compétition, dans une Mhm. dynamique d'entraînement un peu plus poussée, un peu plus structurée, on va dire. Et voilà, on va se diriger rapidement vers le mois d'août, donc il va falloir être prêt pour remettre le pied à l'étrier assez rapidement. Justement, sur tes échéances, les prochaines courses, t'es déjà fixé ou c'est complètement inconnu? Et ben voilà, j'ai reçu le calendrier de l'équipe. Donc en fait, l'UCI a mis à jour un calendrier il y a quelques Ouais. jours. Et l'équipe nous a proposé un calendrier et nous a demandé quelle course on voudrait faire. Ou, voilà. Moi, comme je suis assez nouveau dans le métier, donc j'essaie de regarder qu'est-ce que je pourrais faire, quel serait l'agencement le mieux. J'ai sûrement la possibilité de faire le Tour de l'Avenir Hmm. qui passe dans le Jura au mois mi-août. Il y a peut-être aussi la possibilité de faire les championnats d'Europe qui sont en France, je crois, à Plouay cette année. Ouais, il me Donc semble, hein. voilà, Ouais, ouais. après il y a le Tour de l'Ain qui va être aussi proche de la maison, que je voudrais pourquoi pas faire en guise de préparation. J'ai feuilleté vite fait le calendrier. Il y a des courses comme Tour du Doubs qui sera, je pense, pour moi, une course à ne pas rater au début septembre. Donc voilà, on va réfléchir à un calendrier le plus cohérent pour pouvoir se mettre en valeur sur des courses. Voilà, et c'est assez encore vague. Je peux pas trop vous dire où je serai Ok. sur les premières courses parce que voilà, on ne sait pas encore si la situation, comment la situation va évoluer. Je sais que l'année dernière, j'ai fait le Tour de Burgos. Cette année, c'est Mhm. encore en discussion de savoir s'il va avoir lieu, comment, avec quelles équipes. Il y a beaucoup d'équipes qui demandent aussi d'avoir un beau calendrier parce que ça va être vachement condensé. Donc voilà, on est encore un peu dans l'attente et je serai, je pense, fixé à partir du mois de juillet sur le début du programme, quoi. Tu évoquais le Tour de l'Ain. Le Grand Colombier, c'est une étape enfin, qui est assez, un sommet qui est assez souvent franchi dans ce Tour de l'Ain. Tu l'as déjà franchi? Il est casse-pattes ce col ou pas? Et je suis allé repérer l'étape, Ah ouais. donc c'est l'étape, la spécificité de cette étape, c'est qu'elle est mixte entre le Tour de l'Ain et le Tour de France. Le Tour de France va l'emprunter au mois de septembre cette année, et le Tour de l'Ain va l'emprunter début août. Et j'ai fait l'étape du Tour de France, ça doit être Lyon, le Grand Colombier, où on franchit une première fois le Grand Colombier à moitié par Virgule Petit, ensuite c'est Col de la Biche et enfin le Grand Colombier dans son intégralité depuis Culose, une étape vraiment vraiment très compliquée. On a fait vraiment la reconnaissance complète et ouais, ça va être une étape vraiment pour pur grimpeur. Donc voilà, c'est à réfléchir comment agencer le calendrier avec le Tour de l'Ain. Mais ouais, là, ça va être une belle étape tant sur le Tour de l'Ain que sur le Tour de France au mois de septembre. C'est, je pense, dans le coin, l'une des bosses les plus dures en plus. Il y a trois versants, deux versants, Hmm. 4 routes qui accèdent. Donc ouais, c'est quelque chose d'assez important. Donc ça va être l'une des étapes phares de ce Tour de l'Ain, quoi. Et c'est vrai que là, on évoque plusieurs courses, mais juste pour faire un petit flashback sur tes performances, surtout sur les classiques. Alors, c'est vrai que on connaît souvent les grandes classiques et certains peut-être hein, qui suivent le live ne savent pas qu'il y a aussi des courses, des classiques, mais destinées aux juniors, aux espoirs. Toi, tu as fait Liège-Bastogne-Liège en espoir les 2 dernières saisons, et c'est vrai que tu as réussi quand même deux performances de choix avec une 11e place la première année et une 9e place l'an passé. C'est vraiment une course que tu affectionnes, Liège-Bastogne-Liège? Ouais, c'est une course que j'ai appris à connaître au fur et à mesure de mes années espoir. Les 2 premières années, j'ai pu les faire. Cette année, j'ai pas pu la faire à cause
Hmm. de cette crise. Mais bon, ouais, c'est une course que j'ai appris à connaître cette course et ouais, je l'affectionne plus particulièrement parce que elle correspond plus ou moins à mes caractéristiques et à se dire que je vais la faire dès cette année, ça serait, on va dire, ambitieux, mais pourquoi pas. Et pour aider l'équipe, ça serait quelque chose de très bien et je serais super content de la faire. Après, voilà, ça change. En espoir, on est sur 100, un format de 180 Hmm. km, ouais, à peu près, alors que dans le monde pro, c'est 250. Donc, ouais, c'est Oui. encore quelque chose de supérieur. Mais ouais, ça serait pourquoi pas une étape de plus dans ma progression et la faire cette année, ça serait avec le nombre de courses qu'il y a, il y a possibilité que je la fasse après. Voilà, ça sera à réfléchir en fonction des effectifs qu'il y aura dans l'équipe, mais voilà, on verra. T'as une course justement, parce que c'est une question aussi qui était posée, que t'adorerais faire, une course à part le Tour de France comme tous les Français, mais Ouais, ouais, bon, après le Tour de France, c'est quelque chose à part, mais ouais, Liège, ça serait une course que j'adorerais faire. Après, qu'est-ce qui te les autres plaît? courses, ouais, Qu'est-ce qui te plaît il y a dans... quand même une atmosphère chez les jeunes, il y avait déjà une atmosphère assez spéciale. On pouvait voir déjà beaucoup de recruteurs d'équipes sur le parcours. Il y avait un petit peu de public. On monte quand même la Redoute, une côte que tout cycliste, on va dire, connaît, des monuments, des côtes assez connues, la Vecchier, côte de la Rose et tout. Il me semble, c'était voilà des côtes. On emprunte le même parcours que les professionnels. Donc voilà, c'est en plus ce côté-là, on va dire, rend la course encore plus belle. D'accord. Je salue Rémi là qui nous a rejoint aussi, c'est un cycliste. Il y a pas mal de cyclistes là qui nous rejoignent, donc c'est sympa. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions à Théo. Et en parlant de courses de palmarès, est-ce que tu peux nous expliquer bah, tes grands résultats, si tu en as quelques-uns significatifs? Ouais, bah, ouais, ils sont À pas part, mal. on J'ai pas reviendra mal sur le titre après, junior. hein. Oui, oui, non, bien sûr. Bah, en junior, j'ai pu me distinguer bah, comme Rémi, là, Rémi Hmm. Aubert qui a fait deuxième de la Classique des Alpes sur une des courses références du calendrier junior. C'est une course qui est inscrite au calendrier de la Coupe de France junior, Hmm. où j'ai fait troisième de la Coupe de France en 2017. Donc ouais, en junior, voilà, j'ai pu réaliser aussi une course par étape avec sous le maillot de l'équipe de France avec la Bourgogne-Franche-Comté. C'était une course en Allemagne, le Grand Prix D'accord. Casberg, où j'avais pu accrocher une huitième place sur une étape. Donc voilà, c'était assez timide en junior et au fur et à mesure, bah, quand on arrive en espoir, la première année c'est assez compliqué, même si j'ai pu faire pu accrocher la 11e place à Liège en étant dans l'échappée et en me battant avec mes forces. Mais voilà, après l'année dernière, j'ai pu encore accrocher un petit top 15 sur le Tour du Jura. C'est quelques résultats. Ouais, c'est pas des très gros résultats, mais voilà, c'était assez encourageant pour une deuxième année d'Espoir 2. J'ai pu aussi, je voulais l'année dernière encore mettre l'accent sur le contre-la-montre ou sur les championnats de France élite. J'ai pu accrocher un top 7, il me semble. Donc voilà, c'est quelques petites performances qui au fur et à mesure m'ont amené où je suis actuellement. Je remercie Romain pour le petit message qui fait plaisir. L'évolution, donc tu parlais de la catégorie junior, tu montes ensuite en espoir. Tu sens vraiment une vraie différence sur le rythme, sur l'intensité, sur qu'est-ce qui change vraiment? Et après l'échelon après professionnel. Ouais, bah quand on sort déjà de la catégorie junior, c'est 2 ans, donc on se confronte avec les coureurs qui ont cours sont encore dans une tranche d'âge assez proche de nous, c'est soit un an de plus, un an de moins. Alors que quand on arrive en espoir et en élite, là, on peut retrouver tout type de coureurs, des anciens professionnels. Donc là, c'est le niveau monte d'un cran, la distance aussi monte d'un cran. Donc c'est une nouvelle façon de rapprendre comment on va dire, à gérer une course. Ouais, oui, ouais, On va quand dire, même. quand on arrive en des catégories espoir et élite, les courses sont plus structurées. Donc Mm. derrière, il y a des équipes pour contrôler la course si jamais il y a un leader. Donc voilà, c'est beaucoup plus structuré Mais qu'une course junior.
tu me dirais que c'est un peu plus formaté que débridé, quoi. Si on veut résumer un petit peu Pas formaté, mais Ouais. il y aura plus de coureurs où voilà, les équipes seront plus structurées et seront capables de rouler quand il y a besoin. Alors qu'en junior, c'est un peu. Il y a pas trop d'équipes juniors, même si au fur et à mesure des années, ça tend à se développer. Ouais, les années juniors, c'est un peu, on va dire, chacun pour sa pomme. Mais voilà, après, on arrive dans des DN où là, sur des cours de DN1, toute l'équipe court ensemble pour ramener des points pour l'équipe. Donc voilà, c'est plus structuré quand on monte des échelons. Et après, quand on arrive chez les pros, c'est encore beaucoup plus structuré avec des équipes qui courent pour gagner. Et voilà quoi. Et quand tu t'es confronté, comme tu le disais, à des anciens coureurs professionnels, ils ont cette petite roublardise, cette expérience qui permet, entre guillemets, de mieux gérer leurs efforts, d'attaquer au bon moment. Ou ça, tu t'as senti, enfin, t'as déjà évolué dans ta manière de courir depuis que t'es à ce niveau-là? Ouais, bah, bien sûr, hein, déjà dans la gestion des finales de course, dans le stress et tout, on regarde comment les autres font, hein, bien sûr. Des mecs qui sortent des rangs professionnels, qui redescendent du rang professionnel, quand ils arrivent chez les amateurs, ouais, ils se baladent, ils ont plus de facilité, ils ont déjà de l'expérience en plus. Et c'est sûr que mes deux premières années d'espoir au CC et TUP m'ont permis d'apprendre ils m'ont déjà donné une philosophie de course. Le Hum. CC et TUP, c'est quand même quelque chose d'assez important dans la région en Franche-Comté. Et voilà, donc au fur et à mesure des années, j'ai pu apprendre à courir de mieux en mieux. Et voilà, c'est grâce à eux aussi. Je passe le bonjour à Justement, Boris. tu vois, tu parles d'eux, ils arrivent, ils se connectent sur la vidéo, c'est magnifique, la synchronisation est top. D'ailleurs, Etup, c'est vrai que c'est le club référence de Franche-Comté. Il y a plein d'anciens, enfin de coureurs professionnels actuels qui sont passés par Etup. Hein. Il y avait Villermoz, il y avait Pinot. Après, j'en oublie peut-être qu'il pourra peut-être nous balancer. Il y avait Barguil aussi et d'autres coureurs Ah de oui, grand talent. il y en a une soixante. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y en a une soixantaine de coureurs qui sont passés pro, qui sont passés dans les rangs pro en passant par études, quoi. Toi, tu avais d'autres propositions? Tu voulais absolument aller en DN1 à Etup ou t'avais d'autres propositions à cette époque ou pas? Non, bah après, Etup, ça a été un peu comme c'était dans la région, c'était le plus facile, le club le plus facile. Et non, c'était que Etup qui m'avait demandé. Et bah, quand on court en Franche-Comté, on voyait toujours Etup évoluer à un très haut niveau sur les championnats régionaux quand il venait sur les championnats, c'était pour gagner, donc il y avait une grosse Mhm. armada d'études. Donc ouais, j'ai toujours eu ouais, envie d'aller rejoindre les rangs d'études et ça s'est fait naturellement. En plus, c'était proche de la maison, donc voilà, c'était assez facile. Pour finir, Théo, sur cette partie un petit peu, on va dire, espoir DN1, c'est quoi, quels sont les ingrédients pour gagner une course à ce niveau-là? Parce qu'en fait, c'est pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, la DN1, en fait, c'est l'échelon, le meilleur échelon amateur, juste en dessous de l'échelon professionnel, où comme tu le disais, il y a les anciens pros qui évoluent encore à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'il faut pour gagner une course, du coup? Bah, je dirais Ça déjà, dépend le profil, mais je veux dire, déjà faut déjà une équipe, bien sûr. Tout seul, on pourrait pas gagner de course. Les premières années que j'ai fait à Etup, j'ai pu participer à la victoire de Guillaume Gauthier au Tour de Côte d'Or. Donc voilà, c'était tous ensemble, on a réussi à gagner une course, même si c'est lui qui a marqué son nom au palmarès. Mais je pense que pour gagner une course, particulièrement un classement général, il faut une équipe autour de soi, une équipe qui se fait confiance, qui a eu l'habitude au fur et à mesure des années de se connaître et tout. Donc voilà, il faut déjà une bonne équipe et après voilà on va dire un instinct de la course, faut sentir la course, ouais. pas faire n'importe quoi, pas vouloir, on va dire en mettre partout dès le début, pas vouloir faire le show et attaquer au moment le plus propice où on pense que là c'est le moment pour s'échapper, pour essayer de gagner.
on n'est pas capable de gagner au sprint. Donc voilà, c'est plusieurs ingrédients qui font que qu'on arrive à gagner une course, je pense. On salue une fan apparemment, Pauline, qui est très fière de toi. Donc c'est bien aussi d'avoir le soutien de sa famille et de ses proches dans une carrière de cycliste, j'imagine. Euh, on va passer directement, Théo, sur la partie Wanty où l'an passé, je crois que c'était en août 2019, tu intègres les rangs de la formation belge comme stagiaire. Comment ça s'est passé cette intégration? Comment ils t'ont contacté? Comment ça s'est fait? Et ben, en fait, le club cycliste d'études depuis 2 ans déjà a commencé à nouer des liens avec cette formation belge. Il y a Guillaume Martin qui est passé par Etup et qui a ensuite rejoint l'équipe Cofidis? Wanty-Gobert et maintenant Circus Ouais. Wanty-Gobert. Il y a également Fabien Doubet. Donc voilà, l'équipe belge a aimé la philosophie de ces deux coureurs qui sont venus, on va dire, garnir ses rangs. Ok. Et la proximité aussi. C'est une équipe belge, c'est pas non plus très très loin d'Etup. Donc voilà, il y a une relation qui est née entre ces deux formations. Et à partir de là, j'ai pu intégrer leur rang pendant la fin d'année 2018 pour pouvoir être stagiaire professionnel. Donc ça consiste en fait à réaliser des courses avec eux et essayer de montrer qu'on est capable, si on peut évoluer à ce niveau. Donc à partir de là, faut aider les leaders. Voilà, c'est comme j'ai dit, c'est beaucoup plus structuré. Et voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé à être dans cette formation. J'allais dire poser des questions. Bah, Karim me demande, est-ce que tu vis aujourd'hui de ta passion? Bah, actuellement, non. Bah, non, non, actuellement, j'en vis pas, mais quand je serai à partir du mois d'août avec l'équipe Circus Antigobert, Tormans, ouais, on peut là en vivre assez correctement. Question piège argent, le salaire de base d'un coureur, ça, c'est à peu près combien? Eh bien, en fait, il y a l'UCI a fixé des niveaux, des Hmm. SMIC en fait. Il y a 3 niveaux, on va dire, dans le monde professionnel. C'est Continental, Continental Pro et World Tour. Continental, ça doit être, je ne veux pas dire de bêtises, moi je vais parler de ce que je connais. Un salaire, après voilà, c'est des salaires bruts sur l'année, par mois, c'est 2 500 euros. Et là, voilà, après, il y a encore les taxes, tout ce qui est sécurité sociale et tout. Donc voilà, faut en enlever une bonne partie. Donc à vous de faire le calcul. C'est pas beaucoup en fait. Quand tu regardes l'investissement, Ouais, 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 c'est pas beaucoup quand on regarde l'investissement qu'on y met, mais après, quand on arrive à vivre de notre passion, et c'est un salaire néo-pro, hein, souvent, et c'est le salaire minimum. hmm, Je sais pas quel est le salaire, on va dire, médian des coureurs, mais ouais, vivre de sa passion et pouvoir essayer de faire du sport de son métier, être sportif, en faire son métier, c'est vraiment quelque chose déjà de très bien. Donc voilà, dès que si on peut déjà en vivre correctement sans non plus être milliardaire, c'est déjà important. Mais oui, c'est sûr qu'au niveau des sacrifices, faut aimer ça, quoi. Faut aimer vouloir faire des sacrifices pour ensuite vivre des sacrées émotions, quoi, je pense. ouais. Alors, on parlera du Fredo, effectivement, c'est un sacré personnage chez Wanty. C'est vrai que pour terminer sur ton arrivée un petit peu sur le monde, on va dire professionnel, donc tu évoquais ce partenariat, enfin, entre Etup et Wanty. Il y a d'autres structures françaises avec Chambéry, qui est la filiale de la G2R, Vendée, Direct Énergie, tout comme ça. Ce sont un peu plus des centres de formation. Toi, du coup, t'es pas vraiment donc du coup issu d'un centre de formation, mais est-ce que tu avais une clause pour signer chez Wanty ou tu as eu d'autres sollicitations de structures françaises à l'issue? Non, bah l'intérêt de Wanty s'est fait. On viendra après, mais après ce titre de champion de France acquis au mois d'août et à partir de là, ça s'est fait, on va dire, assez vite. Le soir même, ils ont contacté mon directeur sportif, Boris Zimin, et à partir de là, moi, comme il m'avait déjà fait confiance en m'accordant un contrat de stagiaire
À partir du mois d'août, c'était, je pense, Logique. c'était, ouais, voilà, ça coulait de source d'aller chez eux parce qu'ils m'avaient donné l'opportunité. Voilà, il a fallu que je leur rende la monnaie de leur pièce, de la pièce, en allant chez eux. Et voilà, on n'a pas voulu essayer d'aller chercher ailleurs. Peut-être, j'ai entendu que d'autres équipes auraient pu proposer quelque chose, mais voilà, moi je pense que fallait respecter la formation Circus Wanty, et voilà, je pense que le fait Hmm. que je puisse aller chez eux, ça permettait de commencer une nouvelle ère, et voilà, marquer le partenariat entre Circus Wanty et Etup. Quand tu évoquais ta première course avec eux, c'était le Tour de Burgos. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quel état tu étais? Parce que on est quoi? On est stressé à l'idée de rentrer chez les pros. Comment tu l'as vécu ce moment du coup? Eh bien, comme j'ai dit, ouais, c'est bah, stressé, on a toujours un peu d'appréhension, mais le but c'était d'aider notre leader, notre Guillaume Martin qui était sur la course, et voilà, mon but c'était de l'aider au mieux, réaliser le travail que le directeur sportif m'avait demandé. Donc les premiers jours ça s'est très bien passé, donc voilà, ça met en confiance aussi directement quand le leader est content du travail qu'on réalise. Ça permet de se mettre en confiance pour les jours qui suivent. Donc voilà, ça coulait de source au fur et à mesure. On est plus en confiance avec l'équipe, on commence à connaître les mecs. Donc voilà, on devient de plus en plus à l'aise, on va dire. D'accord. Et alors c'est vrai que tu évoquais ton titre de champion de France à Beauvais l'an passé. On va ouvrir cette parenthèse. Moi, j'ai vu des images où tu attaques, tu sors du peloton. Alors, je pense que c'était un ou deux tours de l'arrivée. Je suis un peu trop au moment où tu es sorti. Et je me suis dit, oula, là, c'est un coup de poker. Pourquoi t'es sorti à ce moment-là? Si tu peux nous rappeler un petit peu la distance qui restait à parcourir. Ouais, bah donc la course se faisait sur 180 km, il me semble. Hum, Et la course, le championnat, c'est toujours une course bizarre, des courses d'un jour, où c'est un one shot, donc faut pas se hum, louper. Et une première échappée s'était créée au tout début de la course. Moi, je me sentais plutôt bien au fur et à mesure de la course, donc je sortais un tour de Burgos réussi avec de la confiance, et au niveau physique, une Ah très oui. bonne condition Hum, physique. Donc à partir de là, j'ai pu intégrer l'échappée, revenir sur l'échappée, on va dire matinale qui s'était créée. Et j'ai pu, il me semble, à deux tours de l'arrivée, j'ai senti que derrière ça revenait, donc fallait pas laisser les autres coureurs revenir dans la course, revenir dans le jeu. Et on s'est retrouvé à il me semble 7 ou 8 unités. Et là, dans le dernier tour, pareil, j'ai remis une deuxième offensive sur la ligne parce que c'était là où la ligne d'arrivée était après une bosse d'environ 1,5 km. Et là, il fallait faire l'écrémage le plus vite possible et se retrouver avec le moins ouais. d'adversaires possible. Et on s'est retrouvé dans le dernier tour à 3 avec Anthony Julien et Mathis Louvel. Donc voilà, je pense que c'était important d'attaquer là. J'avais eu des consignes de des dirigeants de la Bourgogne-Franche-Comté que derrière ça revenait, donc fallait pas laisser les autres coureurs revenir dans le jeu. Et ce sprint, raconte-nous un petit peu parce que c'est vrai il est beau parce qu'en fait, en fait, vous êtes entre guillemets sur la même ligne, vous sprintez chacun de votre côté, dans votre coin. Donc c'est ça qui est. Tu regardes un petit peu à côté, comment ça s'est passé? Et ben, donc en fait, dans le dernier tour, on se retrouve à 3, et là, à Ouais. partir de là, on a dit, bah, on collabore les trois. De toute façon, Ok. chacun a une médaille, même si elle n'est pas la même couleur pour tous. Et deux derniers kilomètres, là, voilà, tout le monde, on avait une trente d'avance, donc là, on s'est dit, voilà, on va se jouer le titre à 3. Et là, faut être vraiment posé, faut pas s'énerver. Moi, je savais que au sprint, je pouvais être battu par Anthony Julien et même Mathis qui avait une très belle pointe de vitesse, mais j'étais ce jour-là, ouais, vraiment en confiance au niveau de ma forme. Et je savais qu'il fallait lancer une course après 180 km, tout le monde est fatigué. Il fallait lancer un sprint de loin. Les sprints, c'est les sprints que j'affectionne le plus, des sprints de loin où faut de la résistance, parce que je savais que sur un sprint court, Anthony Julien était beaucoup plus explosif que moi. Et voilà, j'ai dit à 350 mètres, 300 mètres, faut lancer, parce qu'autrement,
les autres vont te surprendre. Et beaucoup de gens m'ont dit pourquoi tu lances de loin, mais l'arrivée était un peu en faux plat montant. Il y avait quand même ça montait bien. Et donc là, j'ai dit, voilà, je me suis mis à droite. Souvent en piste, les pistards savent qu'il faut toujours garder un côté. Donc je vérifiais mon côté gauche pour que personne déboîte. Et à droite, je savais que personne ne pouvait déboîter parce qu'il n'y avait pas la place sur la route. Et à 300 mètres, j'ai fait mon sprint le long de la route, le long des balustrades, on va dire. Et j'ai vu qu'Anthony Julien revenait au niveau de mon pédalier. Je pourrais plus dire à quelle distance, mais on va dire à 100 mètres de l'arrivée. J'ai pu en remettre un petit coup d'accélérateur. Et là, j'ai vu que voilà, le titre était pour moi, et une joie immense de pouvoir lever les bras après cette course et pouvoir enfiler cette tenue tricolore. Alors VDB, j'ai plus l'appellation de ce sprinter. Hein. VDB, si tu peux, Bobo, si tu peux nous décrire ce sprinter, ça serait Van den sympa. Broek. Van den Broek, ouais, c'est ça. Euh, Ouais, et, et, tu l'as bien mentionné, Théo, c'est que grâce à cette victoire, donc du coup, Wanty t'as embauché après pour voilà pour signer professionnel. Comment t'as réagi quand ils t'ont appelé pour dire bon bah on veut t'embaucher, on veut que tu signes un contrat pro? Qu'est-ce que tu te dis? C'est le ouais, début? ouais. Ouais. Je te Vas-y, je coupe t'écoute. juste. Je reviens juste sur au sprint, j'ai eu des images que Boris croyait pas en moi. Il me dit, ah, il va faire troisième ce con. Mais, ouais, il pensait pas que j'allais gagner. Non, ouais, je te disais, euh, comment ils m'ont appelé, bah, ça s'est fait aussi par l'intermédiaire de Boris, parce que lui, Boris a des liens avec l'équipe. Et je connaissais déjà quelques personnes parce que j'avais pu faire la première course avec eux. Ouais. Donc, ça s'est fait un peu par, on va dire, par statut interposé où j'avais différentes informations. Fallait réfléchir assez rapidement. Fallait être assez mature pour pouvoir se dire, bon, bah là, c'est bon, c'est la bonne opportunité. C'est on va dire, pas des choix de carrière, mais ouais, faut se dire, est-ce que je suis prêt à passer pro déjà? Est-ce que mentalement je suis prêt à l'être? À partir de quand? Et grâce à différentes personnes, on a pu réfléchir et ils m'ont donné les meilleurs tuyaux, on va dire les meilleures pistes pour qu'ensuite j'arrive pas dans le milieu professionnel et je m'écrase et voilà, qu'il y ait Oui, parce qu'il y en a. on va dire une pente ascendante dans une progression et pas arriver dans le milieu professionnel et poum tomber. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés pro, mais qui sont vite repartis amateurs après derrière. Ouais, bah le but en fait c'était avec cette année et demie, cette demi-année on va dire avec le CC Etup, refaire déjà une demi-année avec le maillot tricolore, pouvoir faire des belles courses comme Paris-Roubaix, bah, même Liège avec le maillot tricolore c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Bon, la situation Hmm. on a décidé autrement, voilà, on n'a pas pu courir pendant une certaine période, mais voilà, bon, je pense qu'il faut se remettre assez rapidement en question et se dire qu'est-ce que je dois faire pour être prêt, et on va dire qu'est-ce que je vais faire pour que ces quelques mois où j'ai pas pu courir et où j'ai pas pu prendre davantage d'expérience, qu'est-ce que je peux faire pour y remédier et pour, on va dire, qu'il n'y ait pas d'impact pour la suite de ma carrière, quoi. Et justement, tu parles comment du team avec un autre Jurassien, on l'évoquait tout à l'heure, Fabien Doubet. Fabien, qui est aussi passé par Etup, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, bien sûr, ouais, il est Euh, passé, il me semble, 3 années au club. toi, il t'a donné des conseils quand tu le côtoies, il donne des conseils ou pas? Ouais, ouais, bah Fabien, c'est quelqu'un que j'affectionne plus particulièrement et j'hésite pas à lui demander beaucoup de conseils sur le fonctionnement de l'équipe et sur le fonctionnement du milieu professionnel. Au fur et à mesure des années, du temps, on va dire, tisser des liens et j'ai pu me rapprocher de lui avec certaines connaissances que j'ai dans mon entourage, voilà. Et ouais, Fabien est quelqu'un de très posé, qui réfléchit beaucoup, donc il m'aide pas mal quand j'ai des questions, je peux lui demander. Et voilà, c'est important, je pense, d'avoir quelqu'un de proche dans notre entourage à qui on peut demander des conseils,
qu'est-ce que je dois faire là, comment je dois faire pour arriver à réussir le mieux, quoi. C'est vrai que Fabien, c'est vrai que la tête et les jambes, bah oui, c'est bien. De plus en plus d'ailleurs de cyclistes, et d'ailleurs tant mieux parce que c'est vrai que des fois le cycliste avait la mauvaise image d'être un peu neuneux. Donc c'est bien que grâce à toi et même d'autres, beaucoup de gens, hein, vous démontrez que bon, il y a pas que les jambes, il y a la tête aussi. C'est vrai que Fabien Doubet, pour revenir sur ce que tu dis, il a fait des belles performances sur les courses par étapes. Je crois que c'est le Tour d'Oman, hein, où il a dû faire top 15 ou top 20, je Non, sais plus. Enfin, il fait huitième, je crois, du Tour de c'est Man. ça, hein. Et plus récemment, un top 10 ou top 11 sur Paris-Nice. Donc, ouais, c'est Ouais, des c'est, très très belles références au niveau professionnel, quoi. il commence à monter, donc bah tant mieux pour lui, et on le félicite. Euh, Par contre, c'est vrai que des fois, quand on regarde les carrières de certains cyclistes, ils sont un petit peu référencés équipiers, porteurs d'eau. Alors c'est pas une fonction qui est qui est ingrate parce qu'il en faut et ils aident aussi les leaders à gagner, comme tu le disais précédemment. Toi, tu t'orienterais vers quel type de carrière? Ouais, quel type de carrière? C'est assez compliqué. Ouais. C'est assez Non mais par, compliqué à. si, Ouais, c'est si des par choses exemple qu'on. Si par exemple je te dis bah écoute tu roules bien et puis à un moment donné bah sur toute ta carrière en fait tu seras toujours là pour épauler quelqu'un et tu auras jamais ta chance donc tu resteras entre guillemets équipier toute ta carrière. Est-ce que tu te dis bon bah c'est pas grave j'ai fait ma carrière ou est-ce enfin t'auras des regrets j'aurais pu être grimpeur sur ma course Ouais, ouais, ouais. avoir des chances Après, je pense que faut passer par cette étape-là. Je pense que si on veut réussir par la suite, il faut bien sûr apporter de l'aide à ses coureurs dans ses premières années professionnelles. On ne peut pas se dire demain je vais être leader dans l'équipe et voilà, déjà j'en suis pas capable et il faut que j'ai déjà montré qu'on est capable d'être un bon équipier et ensuite passer par avoir ce statut de leader. Mais non, c'est des philosophies assez différentes. Est-ce que une personne veut faire toute sa vie, une longue carrière en tant qu'équipier, c'est quelque chose de très bien. Il y a des très bons équipiers qui sont dans le peloton professionnel et qui font pas que ça, mais qui dévouent leur carrière à être équipier. Après, voilà, dans une carrière, il y a toujours aussi, on a toujours des opportunités. C'est à nous de les saisir. On aura toujours une course où on peut être dans une échappée. Hmm. Je pense que l'échappée reflète le mieux cette opportunité qu'on peut avoir. Et c'est à nous de saisir notre chance en essayant de montrer qu'on est capable de gagner des courses ou faire des résultats. Et ensuite, on montera les échelons progressivement pour, pourquoi pas, toquer à la porte d'un statut de leader et dire moi je suis capable de faire ça, je l'ai montré. Donc maintenant, faut assumer et je serai capable de faire des belles courses en tant que dans la peau de leader. Mais avant, faut passer par statut d'équipier qui est très important. On salue Alban et Sylvain hein, qu'ils ont rejoint. N'hésitez pas à poser des questions. Il reste à peu près une douzaine de minutes sur l'émission. Euh, c'est vrai que le Jura, alors quand on fait quand même un petit constat, c'est vrai que le Jura, il y a quand même pas mal de cyclistes qui ont percé. On parlait de Villarmoz, il y avait aussi maintenant chez les jeunes, ça commence à pousser derrière. Donc il y a toi, il y a Vita, il y a Jacques aussi. Et c'est cette nouvelle génération. Est-ce que vous avez de la pression de performer comme l'a fait Alexis ou comment vous vivez un petit peu je sais pas si tu as des échanges avec les autres, mais comment ils vivent aussi eux leur montée en puissance. Ouais, moi j'ai quelques relations avec Jacques. Après Vita, c'est le cyclisme féminin on se voit moins déjà sur les courses, même si on s'était vu sur les championnats de France où il avait pu gagner le maillot de Hum, champion de France. Non, je pense qu'il n'y a pas d'obligation de faire comme les personnes qui sont actuellement dans le milieu pro, comme Alexis, comme Fabien, comme d'autres coureurs franc-comtois et jurassiens. Mais je pense qu'il faut que chacun essaie de tracer son fil de carrière, son chemin de carrière. Je pense que vous posez la question à Alexis ou à hum. Fabien, est-ce que vous aviez la pression de faire comme des anciens, comme par exemple Thibaut Pinot qui a pu, même si c'est de la même génération, mais des anciens coureurs de la même région, je pense non, il y a pas de pression.
chacun fait son petit bout de chemin tranquillement. Et, euh, et en voyant les performances des uns et des autres, des fois on se dit, ah bah ouais, lui il a bien performé, j'aimerais bien faire comme lui. Jacques, l'année dernière, il fait quand même un beau tour de un beau tour de l'avenir, pardon. Oui. Moi, j'ai pu avoir le maillot. Voilà, on se dit, ah ouais, bah, lui aimerait bien performer sur les championnats de France. Et bah, moi, j'aimerais bien aussi essayer de faire le tour de l'avenir dans les 2 prochaines années. Voilà, je pense que tout le monde, le fait de voir des cyclistes franc-comtois et jurassiens performer, ça, c'est pareil, encore une émulsion, on va dire, entre Mhm. nous. Et on essaie de faire comme le copain qui lui a fait un bon résultat. Ah, je suis Bon, philosophe, Boris, parce que bah oui, il faut j'en être ai des philosophe un personnes qui petit sont peu, non? intelligentes. Comment? Boris, il dit que je suis philosophe, mais c'est parce que, à force de côtoyer des gens intelligents comme lui, j'arrive à développer mon esprit critique et voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, il nous reste à peu près 10 minutes d'émission. Maxi, avant que le live se coupe, on est bridé on est bridé sur 1 heure d'émission. C'est vrai qu'on va, alors là, pour rien cacher aux spectateurs, c'est vrai que tu es un petit peu le fil conducteur de l'interview, mais je voulais évoquer, on va dire, une face un peu sombre du cyclisme, mais même si, pour vraiment recadrer les choses, le cyclisme n'est pas associé au dopage parce que le dopage est associé à de multiples sports. Donc c'est pour ça que c'est vrai qu'au début on voulait pas trop évoquer le sujet, mais il faut plus le voir d'un côté constructif que de dire on tape sur le cyclisme parce qu'on peut aussi taper Ouais, sur bien sûr. l'athlétisme, on peut taper sur plein d'autres sports, même le football où il y a des dopages, des cas de dopage qui sont avérés. Et c'est vrai que depuis 5-6 ans, la nouvelle génération du cyclisme, même quand Bardet est arrivé, même incarne voilà, une nouvelle génération et un sport propre. Je crois qu'il y a, sans me tromper, mais il y a très peu maintenant de coureurs français, des jeunes qui sont pris pour dopage. Toi, ce dopage, c'est quoi ta vision du dopage alors, tu vas pas me dire, oh, ben moi je me suis chargé, non, mais juste pour tu me dises la vision que tu portes sur le dopage. Ah, la vision que je porte sur le dopage, c'est difficile à dire. Quand on sait ou quand on pense que quelqu'un est dopé, je pense qu'il faut être. J'ai eu, on va dire, la chance de parler avec quelqu'un qui parlait de ça, le dopage, et je pense que Mm. la meilleure façon de penser au dopage, on va dire, c'est de l'ignorer. Parce que si on se dit tout le monde est dopé, lui est meilleur que moi, donc il est dopé, on n'y arrivera jamais, je pense. Et bon, certes, il y en aura toujours un petit peu. Après, voilà, je pense que le dopage est pas partie du monde du cyclisme, hein. Bien sûr, faut pas se voiler la face, mais il a énormément diminué. Il y a beaucoup de mesures mises en place. Là, depuis que je suis dans le milieu professionnel, bah, j'ai pu être confronté à la plateforme Adams. Donc, c'est une plateforme Oui. où tous les jours, on doit avoir un créneau d'horaire d'1 heure où on doit dire où on est et être présent obligatoirement pour pourquoi pas subir un prélèvement sanguin et urinaire pour avoir un suivi, pour voir si le coureur se dope en dehors des Mm. compétitions. Donc, je D'accord. pense Mm. que ces mesures mises en place par l'UCI et même les fédérations permettent d'arriver à un cyclisme plus propre. Je peux vous dire que c'est énormément contraignant de dire où on est, à quel jour, quelle heure, toujours y penser. Moi, après le déconfinement, il y a une période où je me suis dit, mince, faut vite y repenser parce que là, pendant quelques jours, pendant quelques semaines plutôt, tu étais toujours à la même adresse, donc c'était facile. Mais quand on commence à divaguer à bouger entre les stages d'entraînement, les camps d'entraînement, la maison, voilà, c'est très compliqué. Donc ouais, je pense que le dopage, sur ces dernières années, diminue énormément. Il y en aura toujours un petit peu parce qu'il y aura toujours des tricheurs, des personnes qui pensent que Puis je pense- qu'en se dopant, on arrive à gagner des courses, mais il y a beaucoup de coureurs qui gagnent des courses et contre des dopés, je pense. Donc Ouais. voilà, je pense que la meilleure façon de performer, de se dire que le dopage, c'est pas une nécessité, c'est totalement. Faut l'ignorer. Et voilà, si on pense que tout le monde est dopé, on se dit, bah, si tout le monde est dopé, voilà, on arrête de courir et voilà. C'est un peu un cercle vicieux, mais voilà, je pense, être assez lucide, se dire qu'il y en aura toujours et je pense que Et puis je pense qu'il y c'est a c'est un sujet qu'on pourrait en débattre
Ouais, Et mais en plus, je vraiment, pense qu'il y a un dopage aussi, on va dire, technologique qui a évolué au fil des années aussi. Donc, c'est la course aussi à l'argent parce que plus on a ouais, les ouais, moyens ouais, ouais. et plus on peut essayer de trouver des substances qui sont pas révélées après au contrôle. Je vais juste poser la question de Sylvain parce que c'est vrai on va essayer juste, je fais juste une petite parenthèse, mais est-ce que tu avais un coureur amateur qui t'a le plus impressionné, ou peut-être pro, hein, qui t'a le plus impressionné depuis que t'es arrivé? Ah, j'aurais dit Sylvain, non, je rigole. Non. J'ai jamais eu l'occasion de courir avec Sylvain, donc je peux pas dire que c'était un très bon coureur, mais j'ai entendu que c'était un coureur teigneux et qui lâchait jamais le morceau. Mais non, ces deux dernières années, là, on a eu affaire à des coureurs comme Jérémy Cabot qui écrasait la concurrence chez les amateurs, ou même Geoffrey Bouchard, que Oui. Sylvain a pu côtoyer les années Qui est d'ailleurs précédentes. meilleur grimpeur du Tour d'Espagne l'an passé, je crois, Ouais, hein. voilà, il a confirmé directement après être passé chez les pros. Donc, c'est des coureurs qui se sont révélés, bah, pour Geoffrey, je pense qu'il s'est révélé sur cette année 2018. Et ouais, c'est des coureurs qui impressionnent quand même, parce que quand ils arrivent à gagner des courses sur course, quand ils gagnent, je me rappelle une étape sur le Tour d'Alsace, en haut de la planche des belles filles, face à un peloton de coureurs professionnels et amateurs, et il a vraiment impressionné tout le monde. Ben, pour ma part, il m'avait vraiment impressionné. Et voilà, ça reste des très bons coureurs. J'avais une dernière question, Théo, à te poser. Euh, je connais un fondeur qui m'a dit un jour, bah tiens, un des staffs de l'équipe de France m'a demandé de prendre la ventoline parce que, soi-disant, j'allais gagner un peu plus de puissance dans le but usage thérapeutique. Et comme on l'a vu avec Froome, je crois, il y a quelques années, qui prenait la ventoline, soi-disant, qui était asthmatique. Ça, ce sont des pratiques assez courantes quand même dans le peloton. Toi, on t'a dit de prendre la ventoline ou on t'a dit ou pas? Bah, non, non, moi, Non? je suis pas sujet à Hum. un asthme. Après, si on voudrait, tout le monde développe un peu d'asthme à l'effort avec La des efforts pollution, hein. assez intenses. Tout le monde peut en développer. Mais non, moi, j'ai jamais été confronté. Je pense que bon, faut pas tomber dans ce Ouais. cercle-là. C'est, ouais, j'ai pas, c'est vraiment minime. Mais quand on commence à prendre ça, je pense qu'on est capable de tout prendre, quoi. Ok. Et on va finir sur une bonne question, parce que bon, on s'en fout un peu du dopage à force, mais de Karim qui demande le prix d'un vélo, parce que c'est vrai que quand on voit vos machines, c'est impressionnant, et Ouais, c'est vrai que les prix, c'est… un vélo comme on peut avoir dans des équipes, entre le groupe électrique maintenant qu'on a sur les vélos, des capteurs de puissance qui gonflent vite le prix du vélo, mais un vélo, c'est je pense pas me tromper si je dis 9 10 000 euros. Entre le cadre, le prix consommateur. Après, l'équipe, bien Ouais. sûr, le touche avec différents sponsors, le touche, je pense, à un prix en dessous cette somme-là. Mais ouais, ça reste assez élevé. Une personne qui veut se faire plaisir en s'achetant un très beau vélo et différents accessoires qui permettent de suivre son évolution avec, comme on peut le voir maintenant, des capteurs de puissance et tout, des compteurs GPS. C'est vrai que ça fait vite grimper le prix d'un vélo. Et voilà, je pense que je me trompe pas si je dis qu'un vélo coûte entre, on va dire, 8 et 10 000 euros. D'accord. Eh ben, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci à Karim. Merci à tous pour avoir assisté à cette émission. L'interview sera retrouvée sur la page YouTube Sport 39. Donc, n'hésitez pas à la partager et à partager aussi la page. Théo, merci à toi d'avoir répondu avec franchise à toutes les questions. Et puis, bah, n'hésite pas à partager le lien d'interview quand ça sera publié demain sur YouTube. Et puis, comme ça, voilà, pour faire découvrir ton sport, la chaîne. Et puis, bah, en espérant que tu vas carburer encore quelques années et puis te voir sur le Tour de France un jour, hein, ça serait bien. Ouais, bah pourquoi pas. Il y a d'autres belles courses dans la région Ouais. encore à faire avant le Tour de France, le Tour du Doubs, le Tour du Jura, à la famille Morolin. Mais voilà, merci à vous de m'avoir invité et c'est top de pouvoir Plaisir. on va dire, en image, mettre en valeur les sportifs du Yes. département. Et voilà, bah, je vous remercie. Et bon, au plaisir. Bonne soirée à vous tous en tout Bonne cas. soirée à vous tous. Bye. À bientôt.